Je souhaite te parler de choses très très personnelles. Ne te défile pas car je serai très malheureux. Je t'embrasse affectueusement. Et là, c'est là que je me suis dit, mais un jour ou l'autre, il va m'arriver malheur, quoi. Elle voudrait bien se faire passer pour une colombe blanche qui a strictement rien fait et qui était harcelée par son méchant patron. Je peux pas, Laurie, je peux pas. S'il te plaît. Pendant ces 11 ans, j'étais plus un être humain. De toute façon, j'étais un objet, une chose, c'est tout ce que j'étais. Il venait toujours derrière nous dire des paroles salaces. Regardez le poteau là-bas, je vais vous y attacher, je vais vous violer. Je suis toujours complètement amoureux de toi, peut-être un peu de trop. J'ai essayé de me détruire aussi. Parce que comme ça, au moins, je subirais plus rien. Je t'aime beaucoup, je te prends dans mes bras. Je te cajole de partout. C'est être obligé de se justifier tout le temps qui est pénible. Elle s'appelle Christina. Depuis 8 ans, elle attend ce moment, rétablir son honneur face à son ancien directeur qu'elle accuse de harcèlement sexuel. Dans quelques instants, devant le tribunal correctionnel de Bobigny, elle va être confrontée à lui. J'espère que je vais pas me laisser aller. Non, t'as pas de raison. Parce que l'émotion, un truc, un mot, une phrase, une attitude. Parce que moi, il m'a dit, je te détruis. Détruis. Après, je me pose aussi la question, est-ce qu'au niveau du procureur, ils vont pas me poser des questions tendancieuses, tu vois, pas pour me piéger, mais qui vont me déstabiliser. Enfin, 5 ans d'attitude de ce type-là, de pression, Toi, t'es la plus forte, tu sais, dans cette histoire-là. J'arrive au bout, là. Oui, t'arrives au bout, mais là, je peux te dire tu sais que c'est la dernière. Là, c'est la fin, là. Je sature, là. C'est la dernière journée où il faut tenir. J'en peux plus, je suis épuisée. Je me rends compte. Hein. C'est la dernière journée, donc il faut tenir. Le juge ne va pas avoir la partie facile, car l'affaire d'aujourd'hui s'appuie sur des témoignages qui s'opposent, des expertises contradictoires et des preuves fragiles. Dans la salle ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Si. Il est où? En face de vous. En 2003, Christina est embauchée dans une société qui avitaille les avions en kérosène. Rapidement, elle entre en conflit avec son directeur d'exploitation. Ancien militaire, il lui ferait des remarques qui la heurtent et lui tiendrait des propos à caractère sexuel. Le matin, quand j'arrivais, il me disait bonjour, mais il pointait ma poitrine. Et il regardait avec insistance ma poitrine en me disant « T'as froid ?» Je dis « Non, j'ai pas froid ». Il me dit « Si, t'as froid ». Il s'intéressait énormément à ma vie personnelle. Donc, il voulait savoir depuis combien de temps j'étais mariée. Quand je lui ai dit qu'à l'époque, ça faisait 15 ans, il me disait « Mais t'as jamais trompé ton mari ?» Je dis « Bah non, j'ai jamais trompé mon mari et j'ai pas envie de tromper mon mari. »« Ah, mais tu devrais essayer pour ton épanouissement personnel, ça te ferait beaucoup de bien. D'ailleurs, je suis disponible, je suis là si tu as besoin. Et l'échangisme, tu as déjà pratiqué ?» Ou alors, je mangeais une viennoiserie ou n'importe quoi, que ce soit dans mon bureau ou au réfectoire, et j'aime bien quand t'as la bouche pleine. Il était vulgaire dans ses propos et ça me choquait venant de la part d'un directeur. J'avais eu droit quand même à une réflexion qui m'avait gênée en me disant j'aime bien de la façon dont tu bouges, de la façon dont tu bouges, tu dois être bonne au pieu. Et puis il y a eu l'envoi de ces emails porno qui, même s'ils étaient envoyés au groupe des managers, moi me choquaient particulièrement par les images. Et lui, ça le faisait rigoler en me disant que j'étais coincée, qu'il n'y avait rien de mal. Et c'est ainsi pendant 5 ans. Christina s'accroche, elle aime son travail,
mais certains gestes deviennent outranciers. À un moment, il a fallu que je sorte de la pièce. Et au lieu que cette personne s'avance pour que je puisse passer derrière, il s'est reculé pour m'obliger à passer devant lui. Mais c'était petit, c'était étroit, donc forcément, il avait mes fesses en ligne de mire. Donc avec un stylo, il s'est amusé à pointer mes fesses avec ce stylo. Donc je me suis retournée violemment en lui disant « Mais plus jamais tu recommences ça !» En fait, je me rends compte que plus j'exprimais le fait que ça me choquait, plus ça l'excitait, plus ça l'amusait, j'en sais rien. C'était voir comment j'allais réagir. Au bout de 5 ans, le conflit est à son apogée. Son directeur est licencié, mais Christina aussi. Le tribunal des prud'hommes considère que c'est injustifié et condamne l'entreprise à de lourdes indemnités. Mais face au juge, elle doit se dédouaner. On m'a reproché d'avoir attendu si longtemps, comme si d'avoir attendu autant pouvait enlever de la crédibilité à ce que j'avais vécu. Mais les gens sont drôles, qui se mettent à ma place, quoi. Peut-être que d'autres auraient craqué plus tôt, mais j'ai perdu mon job. J'ai perdu mon job, j'ai perdu mon salaire, j'ai perdu ma vie d'avant, quoi. Donc ouais, il fallait réfléchir avant de se lancer à le faire. Mais bon, je l'ai fait. Tous les matins, quand je me lève, je me regarde dans la glace. Et je me regarde droit dans les yeux. Et je me dis, ma chérie, bravo. Christina veut aujourd'hui que l'homme qui l'aurait harcelée soit condamné au pénal. Après 8 ans de procédure, elle se retrouve face à lui. L'audience vient juste de commencer, mais Christina craque. Je suis tout ankylosée. Essaye de te détendre. Je peux plus bouger mes mains. Détends-toi. Christina avait déjà eu des crises similaires. Une fois dans son entreprise, suite à une réunion où son directeur l'aurait malmenée. Une autre fois chez le juge d'instruction, lors d'une confrontation. Je me allonge par terre. Je peux tellement j'ai pas de temps. Doucement. Non. Doucement. Calme-toi. Détends-toi. Les psychiatres estiment que le harcèlement sexuel peut provoquer des traumatismes aussi graves qu'un viol. La crise de tétanie a duré une quinzaine de minutes. Mais après 8 ans de procédure, Christina ne veut pas que le procès soit reporté. Elle retourne dans la salle d'audience. Putain. C'est peine perdue. Je t'écoute. Les juges ont renvoyé l'affaire en décembre. Même s'il faut pas, j'ai honte, parce que j'aurais aimé tellement me contrôler, tellement. Je suis déçue, ouais. Je suis déçue. Je suis en colère contre moi. Et en décembre, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais tenir. Faut que je me débarrasse de ça. Et l'entendre rigoler à la sortie, là, ça a été pire que tout. Vraiment, ça me rappelle quand j'ai fait la crise au bureau et qu'il m'a dit « débarrassez-moi de ça ». Type, il n'a même pas un peu d'humanité, quoi. Mais c'est bien. De toute façon, je lâcherai pas. Même si c'est reporté 15 fois, je serai toujours là. Je m'en fous. En France, le cas de Christina est tristement banal. Le harcèlement sexuel reste un fléau dans l'entreprise ou dans la rue. Cette prise de conscience a été accentuée par Internet. De New York à Bruxelles, des femmes ont choisi de montrer ce qu'elles subissent lorsqu'elles se promènent dans la rue. Ces vidéos ont fait le tour du monde. Alors, petit fépès. Chienne. Ici et là, certaines associations se mobilisent. Des manifestations qui semblent bien vaines face à l'ampleur du phénomène. En juin 2015, une enquête du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
affirment que 100% des utilisatrices des transports en commun ont été, au moins une fois dans leur vie, confrontées à une forme de harcèlement. Dans le métro, ce sont les remarques répétitives, ou pire, les frotteurs. Bonjour, c'est une campagne contre le harcèlement dans les transports. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord, merci. À Lille, l'association Stop Harcèlement de rue a érigé un mur de la honte. Des femmes, pour la grande majorité, y inscrivent les remarques salaces dont elles ont été victimes. Au moins une fois par mois, c'est sûr qu'on va se prendre une insulte dans la figure alors qu'on n'a rien fait, simplement par le fait de marcher dans la rue, quoi. Ou notre manière de s'habiller, etc. Donc c'est pas très agréable, quoi. Ils l'ont entendu peut-être ce matin. On a toujours peur un petit peu de ce qui va se passer derrière, donc on fait comme si on n'entendait pas et puis on s'en va, quoi. Alors, qui m'ont particulièrement choqué, celui-là. On m'arrive, 19 ans, Paris, à qui on lui a dit que c'était une viande à viol. Qu'est-ce qu'on a comme assez choquant? Une fille comme toi, je crache pas dessus, je crache dedans. Enfin, on peut pas dire ça à une personne dans la rue, quoi. Peu importe qui c'est pas possible. Ça peut pas être... On peut pas partir de l'idée que la drague, que le harcèlement vient de la drague quand on entend des phrases comme ça. Associations ou organismes publics tentent de générer une prise de conscience. Mais le harcèlement, cela commence par la façon dont les hommes considèrent les femmes. Et pour changer les mentalités, la route est longue. Que nous avons remis au gouvernement en juin 2014. En avril 2015 se tenait une conférence de presse pour annoncer des mesures dans les transports en commun. Pascal Boitard, secrétaire d'État chargé des droits des femmes, tient alors à faire savoir que la lutte contre le harcèlement sexuel est une priorité. Le problème que nous avions jusqu'à présent, c'est que les femmes, n'en parlaient pas. Nous libérons aussi cette parole. Libérer cette parole, c'est aussi dire aux femmes, vous avez le droit d'aller porter plainte. Tous ces agissements, ce n'est pas assimilable à de la drague, comme j'ai pu l'entendre parfois. Ce sont des actes graves qui sont condamnés par la loi. Et donc, je leur dis, ne vous taisez plus, ne vous laissez plus faire et allez déposer plainte. Près d'un an plus tard, la détonation se fait là où le ministre s'y attend sans doute le moins. Bonsoir à tous. Scandale chez les Verts. Quelles seront les conséquences? 4 élus et ex-élus accusent Denis Baupin de harcèlement sexuel. Le vice-président de l'Assemblée nationale dément mais quitte cette fonction. Des membres de ELV demandent qu'il ne soit plus député. Cette affaire est-elle révélatrice de pratiques du monde? C'est cette photo qui a tout déclenché. Denis Baupin, maquillé de rouge à lèvres, pose pour défendre le droit des femmes. Révoltés par cette mise en avant, des élus dénoncent son hypocrisie. 14 d'entre elles l'accusent de harcèlement ou d'agression sexuelle. Sandrine Rousseau, la porte-parole des Verts, est l'une des premières. Pour sa défense, Denis Baupin parle d'un complot et de jeux de séduction incompris. Il y a quelque chose d'incroyable là-dedans, de se dire mais il y a 15 femmes qui témoignent, peut-être plus, je ne sais pas si l'enquête judiciaire fera émerger de nouveaux cas, mais il y a au moins 15 femmes qui témoignent et malgré ça, on est toutes des complotistes, on est toutes des menteuses, on est toutes des femmes dont la parole n'a pas de valeur, mais c'est incroyablement méprisant ce type de défense-là. Ce qui moi me gêne dans ce qu'on vit actuellement, c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup une affaire de femmes. C'est-à-dire que les témoins sont des femmes, on interroge d'autres femmes, les femmes politiques témoignent de faits dont elles ont connaissance, etc. Par contre, la parole des hommes est quasi inexistante. Or, c'est un problème d'hommes. C'est un problème d'hommes et de femmes. C'est un problème de relation d'hommes et de femmes, d'égalité de la relation. Et c'est pas parce qu'il y a quelques harceleurs que les autres hommes doivent, par leur silence, couvrir ces personnes-là. Les femmes, elles, ne se résignent pas. Devant l'Assemblée, elles manifestent. Harceleurs à l'Assemblée! Démission! Des militantes détournent même des tubes pour dénoncer le sexisme en politique. Dans toutes ces affaires, c'est la chatte qu'ils préfèrent. Passive les gencives de ce mépris de soi. C'est la chatte dans toutes ces affaires.
Hélène de Bost, l'une des victimes présumées, craint que ces mobilisations ne changent rien. Ce monsieur, pour l'instant, il est toujours député. Il a le droit de continuer à toucher son indemnité, à être représentant de l'État sans se présenter à l'Assemblée, de ne jamais avoir à se justifier de rien, alors qu'on a toutes passé des heures et des heures à mettre nos tripes sur la table pour expliquer pourquoi on avait vécu ça et pourquoi on ne voulait plus. Et en fait, avant, c'était le féminisme, c'était un principe, c'était pas... Et Dieu sait que j'avais vécu des choses compliquées avant. Mais là, c'est plus possible. On se rend compte, et en tant que femme politique, c'est insupportable, qu'il n'y a pas d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans notre société, qu'une femme, pour être en sécurité, faudrait qu'on puisse dégainer une plainte tous les 2 jours, en fait. Si on appliquait les textes à la lettre, quand on voit comment ça se passe dans les transports en commun, comment ça se passe dans la rue, comment ça se passe dans un magasin, comment ça se passe en réunion, le sexisme, il est absolument partout. Et c'est compliqué d'assumer qu'on est une femme politique dans ce pays et de pas être capable d'agir contre ça. Parce qu'on nous dit qu'en gros, cet homme, il va rien lui arriver, qu'il y a 14 femmes qui ont le courage d'aller déposer auprès de la police et qu'il se passera rien. Hélène de Bost pense que Denis Baupin ne sera pas inquiété. D'autant que la plupart des témoignages ne sont pas recevables. La prescription est de 3 ans seulement pour le harcèlement sexuel. Alors, une autre victime présumée de Denis Baupin, la députée Isabelle Attard, a choisi de dénoncer les abus des députés par une autre forme de combat, l'opprobre public. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse donc à Jean-Michel Bellay, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. Le Président de la République a dit vouloir un gouvernement exemplaire et que, je cite, « la lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence ». Et pourtant, le 11 février 2002, Monsieur le ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous à la gendarmerie de Toulouse. Voici ce qu'elle a déclaré. Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, Monsieur le ministre. Vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte sous la menace de nouveaux coups à rédiger une lettre de démission. Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus. Ces faits ont été rapportés le 10 mars 2016 par les journalistes Marie Kirchen et David Perrotin. Nous avons un groupe écolo... Au sujet de l'article 8 bis, s'il vous plaît. Coupez le micro, je parlerai sans micro, c'est pas grave du tout. Nous allons en rester là puisque le sujet de l'article 8... Monsieur le ministre. Je veux quand même lui rappeler qu'on peut tout romancer, mais qu'il y a eu une instruction judiciaire dans cette affaire et qu'elle a été classée sans suite, ce qui, vous l'imaginez, prouve que les choses ne se sont pas passées comme vous le racontez, parce que le procureur de la République n'aurait jamais classé sans suite si les choses étaient telles que vous le dites. Un dossier classé sans suite. C'est ce que connaissent la grande majorité de celles qui dénoncent leur agresseur. Cela a été le cas pour Laurie, 27 ans, et Gwenaëlle, 25 ans. En décembre 2012, elles sont toutes deux embauchées par Cartouche Club, une PME qui vend des cartouches d'imprimante à Amiens. Le patron dirige l'entreprise d'une main de fer avec sa femme. Tous deux pratiqueraient le harcèlement moral. Mais quand elle n'est pas là, lui passerait au harcèlement sexuel. Les 2 filles ont craqué au bout de 9 mois. Les mots peuvent faire aussi mal, voire plus mal que des coups. C'est une arme, c'est une arme de destruction. C'est ni plus ni moins que ça. Physiquement et moralement, ça m'a totalement détruit. Ça a eu un impact que j'imaginais même pas au final. Chaque fois que je sortais, pour le peu que je sortais, parce que c'est vrai que je sortais plus énormément, mais le peu que je sortais, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien, quoi. De peur de croiser lui, sa femme ou les employés de là-bas, Et ça, c'est vrai que j'ai perdu quand même de ma joie de vivre depuis tout ça. Je rigole beaucoup moins, même mon comportement avec mon conjoint, je suis beaucoup plus agressif. Il me le dit tout le temps, il me dit pourquoi t'es comme ça. Il me dit je rentre, tu fais la gueule, je sais même pas pourquoi. Mais moi non plus, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Terrifiée à l'idée de tomber sur son ancien patron, Gwenaëlle a fui Amiens. Laurie, elle aussi, a pris la même décision. J'ai l'impression que tant que je reste ici, je vais toujours être en mode parano.
de tout le temps avoir peur de le croiser, de croiser sa femme, tout ça, et d'être parano aussi. J'ai l'impression que tout le monde connaît mon histoire et je sais pas, j'ai envie de changer, en fait. Je trouverai pas de boulot ici, je passerai pas à autre chose, donc il faut que je parte. Vous vous rendez compte un petit peu de l'impact qu'il a eu sur votre vie? Bah, j'en suis consciente. Mais j'ai pas le choix. Il faut que je parte pour passer à autre chose. Ça me fait chier parce que je laisse ma famille, mais c'est pour mon bien aussi. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel traumatisme? Laurie, fragilisée et apeurée. Gwenaëlle, pourtant femme de caractère, effondrée. Olivier Roussel, leur ancien patron, semble plutôt estimé dans la région. Il a d'ailleurs été interviewé au 13h de TF1 à l'occasion d'un reportage sur les contrats aidés. Mais une fois les portes closes, il ne serait plus le même. Pour Gwenaëlle et Laurie, le harcèlement aurait débuté dès les premières semaines. Il a commencé par me faire des compliments et après il a fait ces blagues là, avec la fameuse blague avec la culotte. Après il y avait aussi la blague avec l'éléphant là. Enfin par rapport à la taille de son sexe. Il vous regarde avec un regard de pervers en se frottant les parties intimes. Enfin, c'est humiliant, sincèrement, c'est humiliant. Vous le voyez faire, vous détournez le regard. Enfin, j'ai eu un moment d'humiliation. J'ai eu l'impression qu'il me prenait pour une pute quoi. Et je suis descendue dans les escaliers et c'est là que je me suis dit, mais je suis où, quoi? C'est un truc de fou. Et j'en ai parlé à ma collègue et elle m'a dit, surtout, fais attention parce qu'il commence très fort avec toi, donc fais attention à tes arrières. Et c'est là que j'ai commencé à paniquer et que j'allais au travail avec la boule au ventre, tous les matins. Donc voilà, puis après, c'est les fameux qui me prend les mains, il me fait un bisou avec sa bouche, là, répugnant. Qui me demande de quitter mon mari pour lui, d'aller en voyage avec lui, de me prendre sur son bureau. Le fameux bisou aussi qui m'a vachement traumatisée, c'est le fameux bisou pour me dire au revoir dans le cou alors qu'il était derrière moi et moi j'étais tranquillement en train de travailler sur l'ordinateur. Et quand il m'a fait ce fameux bisou, j'ai pété un câble, j'ai dit mais vous êtes fou et il m'a dit vous savez pas rire, vous êtes méchante. J'ai dit non mais il est complètement cinglé quoi. la chose qui m'a le plus choquée, où il m'a demandé si je voulais me faire sodomiser sur son bureau tout neuf, quoi. Et là j'ai regardé, je me suis dit, mais vous êtes fous. Il m'a donné des bonnes horaires, il m'a donné un bon salaire, il m'a donné une perspective d'évolution. Mais bon, ce qu'il n'avait pas dit à mon embauche, c'est que l'évolution, il fallait coucher pour l'avoir. Donc forcément, j'ai jamais évolué. Et puis au final, on se retrouve sans boulot et retour à la case départ. Pour avoir osé dire non, Laurie et Gwenaëlle se retrouvent sans emploi. Dévastées, elles resteront près d'1 an en arrêt maladie. Le dossier se retrouve devant les prud'hommes. Leur affaire est médiatisée et des associations prennent parti. À l'entrée du tribunal, leur ancien patron est hué. Des affiches dénoncent son attitude. Ils demandent la protection de la police. Le tribunal le condamne à leur verser 11 700 € à chacune. Mais les prud'hommes ne peuvent pas sanctionner le délit de harcèlement sexuel. Alors, ce que veulent les jeunes femmes, c'est une condamnation pénale. Gwenaëlle a réussi à enregistrer des remarques déplacées. Alors qu'elle explique à son patron qu'elle se forme en manucure, voici ce qu'il lui demande. C'est des gens qui veulent. Vous voulez faire un sexe? Non, c'est pas trop possible. Ça ferait mal. Je pense, oui. Mais surtout, les auditions révèlent qu'une dizaine d'employés auraient subi les mêmes outrages. Parmi elles, il y a Sophie, qui a tenu 2 ans dans l'entreprise. Elle témoigne dans l'anonymat aux côtés de son mari, car elle craint des représailles. Elle vit toujours à Amiens. Plus d'une fois, il m'a fait monter dans son bureau. Il nous draguait, en gros. Il me draguait. Genre, on va partir en vacances, ça vous dirait. On n'a que 10 ans de différence, je peux encore faire un enfant. Regardez le poteau là-bas. Je vais vous y attacher, je vais vous violer.
Et après, il partait. Et peut-être 2 minutes après, il revenait. Il fait, mais ce serait peut-être pas un viol, qu'est-ce que vous en dites? Et une fois aussi, il a dit qu'il était parce qu'il y avait que des femmes employées. Il a dit qu'il était le coq de la basse-cour. Que c'était son harem. Et ça, il le criait dans l'entrepôt. C'était tous les jours comme ça? Pratiquement. C'était le sujet de conversation en pause, malheureusement. Il y a des soirs, elle rentrait, c'était dur, plus d'appétit, elle pleurait, elle dormait plus de la nuit. Enfin, c'était quand même assez lourd. Comment vous avez fait pour tenir 2 ans? On s'est engagé dans les travaux d'une maison à l'époque, donc il y avait les démarches du crédit en cours, donc c'était plus financier qu'autre chose, quoi. Moi, j'attendais que Jérémy me dise « Allez, pars de là-bas ». J'attendais qu'une chose, c'est qu'il me dise ça. Et je me le disais pas de moi-même parce qu'il y avait le côté financier. Malgré le nombre de témoignages, le procureur d'Amiens classe l'affaire sans suite. Pour Laurie et Gwenaël, c'est un coup de poignard. Je pense que ça a été classé à la va-vite pour dire être débarrassé de cette affaire, en fait. Une fois, il m'avait proposé de mettre son sexe sur mon bureau. Et je lui ai dit non. Enfin, voilà, avec un mouvement de recul, non, arrêtez et tout. Et il y a le policier qui m'a dit, mais madame, fallait dire oui et prendre en photo. Et là, vous vous dites, mais enfin, vous pensez déjà de une, que j'ai envie de voir son sexe, de deux, qu'il va se laisser prendre en photo. Enfin, en gros, faut quoi? C'est ça, faut quoi? En fait, oui, il faut se faire violer pour dire passer en justice pour que ça soit, pour que les gens soient punis. Je l'ai entendu, hein. Ce n'est que des mots. Voilà ce qu'on a entendu. Moi, je l'ai entendu de la part d'un des policiers. C'est que des mots, madame. Après, dans ces cas-là, oui, ça n'a qu'à pas faire partie du code pénal, le harcèlement sexuel. Enfin, c'est quelque chose qui est très discuté. On en entend plus parler maintenant, beaucoup moins avant. Mais j'ai l'impression qu'en tant que femme, on n'est pas entendu là-dessus. C'est... je sais pas. Y a-t-il un laisser-faire de la part des autorités? Seuls 5% des affaires de harcèlement qui passent par les tribunaux aboutissent à une condamnation pénale. Nous sommes allés interpeller Françoise Baïsus, procureure. Son bureau reçoit toutes les plaintes de harcèlement sexuel sur Paris. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous classez trop souvent quand il s'agit de harcèlement sexuel? L'impression, le fait est que oui, on classe pas mal de plaintes parce que l'idéal serait effectivement que toute plainte puisse être discutée pendant des heures devant un tribunal, mais ça, on peut pas. On peut pas, on n'a pas la possibilité matérielle de pouvoir le faire. Donc effectivement, on doit faire un choix. Alors, est-ce qu'on classe trop? C'est pas qu'on classe trop, c'est que parce que précisément c'est une infraction difficile à prouver, par définition, elle va être difficile à poursuivre. C'est mathématique. Que risque un auteur de harcèlement sexuel? Je vérifie, mais je crois que c'est 3 ans. Puis 5 ans. Non, 2. 2 et 3, si c'est l'abus de l'autorité. Un délit dont les magistrats eux-mêmes confondent les peines. Des procureurs qui rechignent à poursuivre les auteurs. Des procès reportés sans cesse. Il faut le courage d'une femme comme Catherine pour dénoncer des faits trop souvent pris à la légère. Cette mère de 2 enfants vit en Normandie. En 2001, elle est embauchée comme secrétaire à la mairie de la Barre-en-Ouche. Mais dès les premiers jours, le maire se serait acharné sur elle. Remarques graveleuses, outrages, vexations, mains sur les seins, sur le sexe. En garde à vue, il reconnaît la plupart des faits, mais affirme qu'elle était consentante. Parfois, je rentrais, je disais à mon mari, je vais le tuer. Mon mari ne comprenait pas. Il croyait que c'était à cause d'une journée difficile, à cause de surcroît de travail. Mais j'étais tétanisée de peur, je ne savais plus où j'étais. J'avais d'abord les oreilles qui bourdonnent,
J'avais plus de salive, j'arrivais plus à me concentrer. J'étais dans la sidération complète. Et je ne bougeais plus. Je ne pouvais plus faire un seul geste. Et ça a duré combien de temps? 11 ans. Vous avez subi ça pendant 11 ans? 11 ans. 11 années, enfermée dans le silence. Alors aujourd'hui, elle se heurte à un autre mur. Expliquer l'inexplicable. C'est l'enchaînement de faits qui musellent la parole. Déjà, il y avait la honte. En plus, mon mari avait son père en phase terminale d'un cancer. Ensuite, mon mari s'est retrouvé au chômage. On venait de faire construire, on avait quand même un crédit sur le dos. On avait quand même 2 enfants qui n'étaient pas très vieux. Malheureusement, je me suis dit, bientôt, il ne va plus y avoir que mon salaire pour couvrir tout ça. Je savais très bien que si je parlais aussi, je perdais mon emploi. Donc... vous vous êtes sacrifié. J'aime pas le mot sacrifié. C'est pas un mot qui me plaît. Aujourd'hui, quand je réfléchis à tous les signes de détresse qu'elle m'a donnés, je les ai eus, je les ai eus. Elle a passé de 55 kilos à 110, 120 kilos. Je veux dire que c'était de passer de ne plus manger jusqu'à la boulimie. C'était des signaux, elle l'a fait sur la nourriture, elle l'a fait sur sa santé, que ça allait plus. La nuit, on se relevait, il fallait aller à l'hôpital, fallait... Non, mais c'est... Encore aujourd'hui, je culpabilise. Encore aujourd'hui. Mais... par rapport à ce qu'elle a souffert, faut que je me taise. Voilà, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Donc, on vit à... Fait 2 jours, ça va aller. Il y a 2 jours, j'ai presque pas dormi. Bah, c'est comme ça. Là, on peut pas... Faut qu'elle se reconstruise pour que je puisse me reconstruire aussi. Je veux dire que ça passe par elle, tout passe par elle. Et elle, inversement, combien de fois elle me dit, si toi t'es mal, comment veux-tu que je me reconstruise? Ce qui est dur pour moi aussi, c'est que pendant 11 ans, j'ai pas vu grandir mes enfants. Je les ai mis de côté. Je les ai oubliés. Je me rappelle plus les anniversaires, plus les vacances. J'étais toujours dans cette mairie avec toutes ces agressions qui étaient dans ma tête. Elles avaient complètement mangé mon cerveau et puis j'avais tout oublié autour de moi. Mes enfants, mon mari, je survivais. Je ne sais pas comment d'ailleurs. J'arrivais quand même à vivre, mais je vivais pas, je survivais tout le temps. C'était compliqué et j'ai toujours demandé, ces 11 ans, on me les a volés. Catherine prend son poste en 2001. 5 ans plus tard, en 2006, le maire engage son fils, Kevin. Enfermée dans ses secrets, elle ne réussit pas à s'y opposer et Kevin devient une arme de chantage. Si elle ne se laissait pas faire, il perdrait son emploi. En plus du harcèlement, elle aurait alors subi des humiliations. C'était un chantage parce qu'il était embauché le 1er octobre 2006 et les premières humiliations ont commencé en juillet 2007. Juste, alors je vais vous dire quoi, parce que bien sûr ça fait partie malheureusement de tout ce qui m'est arrivé. Donc, les humiliations, c'était juste avant... Je vais vous dire, là, je ne peux pas, les humiliations. Mais bon, il faut que j'en parle. Les humiliations, c'était juste avant de partir en vacances. Là, je partais le vendredi et il a exigé que je me déshabille et que je me mette nue. Mon cerveau se mettait en sécurité. C'est-à-dire que quand une agression est au summum de ce qu'on peut imaginer et puis supporter,
Moi, mon cerveau avait la faculté de le faire. Tout le monde ne peut pas se mettre comme ça. Ça y est, je partais, je n'étais plus du tout sur où je me trouvais. Et j'étais dans un paysage de montagne, mon cerveau était là. Et je voyais ce paysage de montagne, et tout en faisant autre chose. Parce qu'il se mettait en sécurité, pour ne pas, en fin de compte, exploser. Et quand j'étais nue, il me faisait tourner sur moi-même, comme ça. Et je m'étais dit, s'il tente quelque chose, j'ouvre la fenêtre et je saute par la fenêtre. Je voyais ma mère rentrer le midi dans le même état, je me disais que c'était pareil que moi, quoi, du harcèlement moral, quoi. Donc je n'allais pas chercher plus loin, je me suis dit que non, c'était pas possible. Donc du coup, la toile était bien tissée de manière à que personne parle, quoi. C'est ça qui est pas facile à vivre. C'est-à-dire d'avoir finalement... servi pour faire ses saloperies, quoi. Moi, de mon côté, je me sens un peu coupable de pas avoir vu, puisque avec ma mère, on a un lien, on est très proches, on est très fusionnels, on se parle beaucoup. Il y avait des signes qui pourtant auraient dû me mettre la puce à l'oreille, sans forcément des signes qui venaient de ma mère, qui venaient aussi de sa part à lui. Et j'ai jamais voulu les interpréter, peut-être aussi pour me protéger moi. Ouais, et puis c'est la parole. Quand t'es enfant, tu t'imagines pas ça, de toute façon. Quand t'es enfant, tu t'imagines pas qu'il y a des salauds qui peuvent faire ça sur ta mère. C'est incommensurable. J'ai vu mon père s'effondrer, j'ai vu ma mère s'effondrer, mon frère et sa famille également, voilà. Et moi, je pense que mon rôle là-dedans, je l'ai vécu comme t'as pas le droit de t'effondrer, tu restes debout et t'es forte pour tout le monde. Mon sort à moi, il m'importe peu aujourd'hui. En 2012, Catherine avoue finalement à Christian, son mari, son quotidien au travail. Elle n'a pas la force de parler. Elle écrit donc une lettre sur 5 pages. Tout y est. Ça a été un tremblement de terre pour votre couple, non? Oui, puis la terre tremble toujours. Elle tremble toujours. Mais comme on est solides, on se tient tous les deux, mais... On se maintient tous les deux. Oui, voilà. Les séquelles post-traumatiques sont énormes. Il y a ce qu'elle a vécu qui est énorme, là, pendant ces 11 ans, là, qui est dramatique. Elle a croyé que ça s'arrêterait le jour où c'est fini. En juin 2012, elle s'est dit, là, ça y est, c'est fini, on va reprendre une vie normale. Mais non. Non, là, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui a perdu une jambe à un accident, il a eu une agression, il a perdu une jambe, il vit avec. Et elle savait qu'en me parlant, elle a perdu les 2 jambes avec... et en me parlant, m'informant, elle savait qu'elle allait m'en couper une, mais qu'on allait vivre avec. Voilà. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Pour moi, J'avais dans la tête qu'il allait me quitter, de toute façon. Pour moi, c'était pas possible autrement. C'est pour ça aussi que la parole ne pouvait pas se faire, parce que moi, mon mari me quitte, mais c'était le monde qui s'écroulait. Les séquelles, personne les imagine. On dit, ben voilà, il faut qu'elle passe à autre chose. Ça, c'est toujours facile de dire passer à autre chose. On met des barrières après. On prend de la distance avec tout le monde. Et puis en prenant de la distance, on s'isole. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Faut essayer de guérir. Il faut essayer de guérir avec ce qu'on a. Quitte à prendre des antibiotiques tous les jours, mais on va essayer de se soigner pour améliorer la vie jusqu'à la fin. En sachant qu'on sera toujours plus ou moins malade. Depuis qu'elle a dénoncé les faits en 2012, le tribunal administratif a reconnu Catherine en maladie professionnelle, imputable au service. Cinq ans de harcèlement, 8 ans de procédure. Depuis peu, Christina recommence à sortir. Elle se sert de la danse comme thérapie.
S'autoriser à sourire ainsi, c'est un peu nouveau pour Christina. Pendant ces 5 années au sein de son ancienne entreprise, elle s'est laissée peu à peu sombrer. Là, j'avais perdu beaucoup de poids parce que je le vois au niveau de mon visage qui est un petit peu creusé. Et puis, bon, j'ai même essayé blonde platine pour me dire vraiment, c'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre. Bon, toujours ces gros pulls à col roulé et qui me protégeaient bien et voilà. Je suis affreuse. Je supporte pas de me voir sur ces photos. Je supportais plus le regard des hommes sur moi. Et je me suis dit qu'en me coupant les cheveux et en me faisant très très moche, peut-être qu'on me ficherait la paix et qu'on arrêterait de me regarder. Parce que je me suis dit que peut-être c'était à cause de moi. Donc je me suis dit que si je devenais transparente, peut-être que je serais tranquille. En fait, c'était ça le terme, c'était être transparente. Je me rends bien compte que mon corps, il suit plus là. Il suit plus. Je suis courbaturée de partout, je pense que je me connais, je sais comment je suis. Je serre les dents, je serre les muscles, en me disant ça va y aller, tu vas y arriver. Forcément, après, ton corps, au bout d'un moment, il est ankylosé. Hein. J'arrive pas à me relâcher, en fait. Je suis tout le temps sous tension. Tout le temps, tout le temps. Là où je suis coupable, c'est d'avoir laissé traîner les choses. En fait, j'ai tout essayé avec cet individu. Dire clairement non, de faire semblant d'être... que ça ne me touche pas, indifférente. Peut-être aussi à certains moments de faire semblant de rigoler à ses blagues, pour me dire, bon, il va voir que maintenant, voilà, ça passe, donc il va me lâcher. À partir du moment où on verbalise, on dit non ou stop, pourquoi ça continue? Ça, j'ai vraiment du mal à comprendre, quoi. La justice n'a pas vraiment aidé Christina, ni les autres d'ailleurs. Si devant les prud'hommes, elle a eu gain de cause, au pénal, comme si souvent, le procureur a classé le dossier sans suite. Puis il a finalement changé d'avis, sans que personne ne sache pourquoi. Cette indécision des juges révolte Maître Ignace, son avocate, et Marilyn Baldec, directrice de l'AVFT, la seule association spécialisée sur le harcèlement sexuel au travail. Il n'y en a pas de problème de preuve dans ce dossier. Et pourtant, on a un classement sans suite, qui pour moi est un classement sans suite d'opportunité, et qui a obligé la victime à faire une plainte avec constitution de partie civile, donc à payer une consignation, puisque les plaintes avec constitution de partie civile leur coûtent de l'argent. Elle est l'exemple typique d'un dossier où il y a de la preuve et pourtant on a considéré qu'il n'y en avait pas assez encore. Le parquet change d'avis puisqu'il a d'abord classé sans suite et en cours d'instruction, mais parce que vraiment, en gros on lui a un peu sonné les cloches quoi. En cours d'instruction, il se dit bah oui c'est vrai j'avais classé sans suite, mais après tout, là je décide de requérir le renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc c'est aussi la démonstration de la versatilité du parquet. Là, sur la base des mêmes éléments, on a un classement sans suite ou on a un renvoi devant le tribunal correctionnel, quoi. On a tiré au sort. Il n'y a rien qui encourage réellement les victimes à se saisir de leurs droits. Si j'avais pas été soutenue dans ma famille et par l'association, je pense que ça fait longtemps que j'aurais laissé tomber. Parce qu'il y a un moment donné, on sature, quoi. On sature. Christina a non seulement perdu son emploi, mais son couple n'a pas résisté. Et elle doit vendre sa maison. À Amiens, Laurie et Gwenaëlle sont elles aussi pleines de ressentiment. Elles estiment qu'on a mis en doute leurs paroles. T'es un patron, je sais pas, moi, enfin, j'ai jamais vu ça. Et je trouve qu'il n'y a aucun respect et c'est pour ça que ça m'énerve qu'au pénal, ça n'a pas été jugé, en fait. Ça me dégoûte. Et puis, on nous a demandé d'aller voir un psychiatre.
Ça m'a perturbée aussi parce que c'est pas nous les malades. Et lui, il a juste eu une expertise comme nous, on est passé aussi, mais nous, on a dû aller à côté devant un psychiatre et je trouve ça dégueulasse. Parce que c'est pas moi la malade, hein. C'est pas moi, j'ai pas à me faire soigner, quoi. Moi, je suis fière. Parce que je pensais pas aller jusqu'au bout. Mais après la justice au niveau du tribunal, enfin côté pénal, je suis dégoûtée. Je suis fière aussi de mon copain parce qu'il m'a quand même soutenue. À cause de cette histoire, on s'est quand même séparés. Enfin, c'est moi qui ai pété un câble. Donc je suis partie du jour au lendemain. J'ai voulu passer à autre chose. J'ai tout lâché juste pour un gros connard. Mais je suis fière. Leur résistance, les jeunes femmes l'ont payé cher. 2 ans après avoir quitté l'entreprise, le traumatisme est toujours là. Dans la voiture, Gwenaëlle défie Laurie de se rendre devant les bureaux où elle travaillait. Laurie, t'es capable d'y aller? De quoi? L'achat au sel. On va faire juste un tour. Faire juste un tour? Vas-y. J'imagine ta tête, je te vois pas, mais j'imagine ta tête. Bah ouais, je suis cap. Bah vas-y. Pourquoi je me mets là? Elle fait sa maligne. C'est pas là. Putain. Elle m'énerve. Regarde, elle est déjà déboussolée, puis elle fait sa maligne. Comme dans un manège. Ouais. Malaise. Rien que de voir la voiture, déjà, ça va plus aller. Bah, je fais demi-tour et puis c'est tout. Ah, voilà. Je me disais bien. Bah, je fais demi-tour, hein. Voilà. Je compte pas me garer sur son parking et puis klaxonner et lui faire coucou. C'est toi qui fais trembler ma voiture. Je peux pas, Laurie, je peux pas. S'il te plaît. Dépose-moi ma voiture avant. Ok. Lorsqu'elles ont pris la décision de fuir leur employeur, Laurie et Gwenaëlle ont été prises en main par Marie-France, qui s'occupait du service juridique d'un syndicat. Celle-ci est sortie de sa retraite pour leur venir en aide, tant elles étaient effondrées. Je vois que le moral est remonté. Regardez-moi ça. Ça va? Oui, je vais bien, toi. Forte de leur succès auprès des prud'hommes, Marie-France souhaite aujourd'hui les convaincre de porter à nouveau plainte au pénal. Il a fait une atteinte à votre personne, à votre santé, à votre vie morale, physique, psychique, privée. On n'a pas le droit de le laisser impuni pour ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il faut que vous alliez en pénal. Vous avez un premier jugement favorable. Il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Vous avez passé le plus dur. Le plus dur, mais c'est aussi financier, tu vois. Financièrement, c'est pas facile. Va falloir qu'on trouve un avocat, va falloir engendrer des frais. Enfin voilà, on a perdu beaucoup d'argent aussi dans l'histoire, faut pas l'oublier, quoi. Beaucoup. Enfin voilà, on est resté pas mal de mois dans la galère, etc. C'est peut-être recommencer aussi, tu vois. Il y avait 26 salariés femmes depuis qu'il a ouvert. La durée moyenne de présence dans cette entreprise va de 3 jours à 3 mois. Si on perd aussi, il se passe quoi? C'est ça, est-ce qu'il va pas encore se retourner contre nous comme il l'avait fait au prud'homme où il demandait déjà si on perdait des dommages et intérêts pour lui, des machins. On n'a pas les moyens, Marie-France. Ça peut pas lui coûter si peu ce qu'il vous a fait. Pour moi, il va recommencer et c'est tout. Moi, c'est pas des sommes que je veux, c'est juste qu'il soit puni par la justice, c'est tout. Qu'il y ait du sursis ou je sais pas, mais qu'il ait un casier judiciaire. Que les prochaines filles qui vont aller voir la police,
c'est noté. Là, voilà, on pourra pas dire c'est des menteuses, c'est des ceci, Voilà, c'est des c'est cela. Il y aura déjà une trace derrière, quoi. La décision vous appartient, mais on peut pas vous entendre dire ça et ne pas aller au pénal. Il fait un acte aussi grave que celui qui vole ou que celui qui tue. Parce que quelque part, il a tué quelque chose en vous. Donc il doit être puni dans ce domaine-là. Si on me dit demain il faut refaire une confrontation, non, j'arriverai pas, j'aurais pu la faire. Bref. Vous n'êtes pas à votre place, c'est certain. Mais vous n'êtes pas à la place de celles qui sont encore sous cette contrainte. C'est cause perdue. Épuisées, les jeunes femmes veulent tourner la page. La justice a classé le dossier sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. C'est ainsi pour 95% des affaires de harcèlement sexuel en France. Mais dans le cas de Laurie et Gwenaël, comment est-ce possible? Les témoignages sont tous accablants. Minimum, il y en a 10 déjà. Minimum. En général, oui, elles disent la même chose. Après, ils ont peut-être pas subi, mais ils ont vu. Après, il y en a, ils ont subi. Et après, oui, ils disent la même chose que nous. Il y a une fille, elle dit environ 15 jours mon arrivée. Il m'a demandé si j'aimais les nuggets et il m'a dit que je devais sucer les nuggets. Ensuite, une autre fille, il se léchait le contour des lèvres en se mettant face à moi. Avant que cela finisse mal, j'ai préféré partir. Encore une jeune fille, une fois j'étais avec un client pour une vente et il m'a dit « Allez-y, sucez-le ». Le client l'avait entendu. Ensuite, une autre fille. « J'ai envie de vous prendre sur la table, je m'imagine bien allongée sur le bureau, vous prenant avec une troisième personne ». C'est toujours la même chose, quoi. Nous avons pris contact avec le procureur d'Amiens pour savoir ce qui a motivé sa décision. Après plusieurs relances, voici ce qu'il nous répond. L'affaire n'est plus classée sans suite, il y aura bien des poursuites. Le procureur aurait donc changé d'avis, sans que les deux femmes ne le sachent. Nous n'aurons aucune explication, mais la présence de notre caméra aurait-elle réveillé le tribunal? Un constat qui montre à quel point le harcèlement sexuel est pris à la légère. Dans son combat, Catherine est épaulée par Marilyn Baldec, la directrice de l'AVFT. Le procès a lieu dans quelques jours. Déjà dans le village, ça commence à... Bon, hier, ça n'arrêtait pas sur la place. Pour nous, il y a une dame qui nous disait... Du marché, de jaser. Oh, le pauvre. On s'acharne contre lui. On s'acharne. Ouais, c'est sûr. Ah, mais bon, c'est... Là, le village est divisé, c'est ça? Oui. Ah bah oui, le village est divisé. Oh bah, Milam, il ne peut que n'être divisé, de toute façon. Et puis des anciens, beaucoup de sa génération. Hein. Oui. Donc, et c'est vrai que quand on le voyait, même moi, inimaginable de penser ça. Votre dossier, il y a une difficulté, c'est la définition du consentement au sens juridique du terme. C'est-à-dire que traditionnellement, on déduit le défaut de consentement d'une victime du fait qu'elle se soit battue, qu'elle ait mis une gifle, qu'elle ait mis des coups de pied, enfin voilà, tout ça vous avez dû l'entendre déjà à de nombreuses reprises depuis toutes ces années, depuis 2012 en tout cas. Et donc nous à l'association, on voit bien que les femmes qu'on reçoit depuis 31 ans, elles n'ont pas mis de gifle, elles ne se sont pas battues, elles n'ont pas mis de coups de pied, elles n'ont pas crié. Parfois, elles n'ont même pas dit non. Vous avez dit non. Oui, ça, oui. Plusieurs fois. Vous n'avez cessé de dire non, mais parfois, elles n'ont même pas eu les ressources pour pouvoir dire « je ne veux pas ». Tellement elles avaient peur, tellement elles étaient terrorisées, pétrifiées. D'ailleurs, dans mes dossiers, j'ai vu très rarement des femmes mettre des gifles, et en général, elles l'ont payé très cher, parce que lui, il a riposté physiquement, et qu'avec plus de force physique, voilà. Etc. Et que finalement, elles ont fini par se retrouver, elles aussi, convoquées devant un tribunal correctionnel pour violence volontaire, qu'il a fallu laborieusement aller plaider la légitime défense, etc. etc. C'est sa parole contre la mienne, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien, c'est dans l'intimité d'un bureau. Donc, et lui, il va tout faire pour dire que j'étais consentante. C'est simple, quand tu as la vérité, tu n'as pas besoin d'inventer, tu n'as pas besoin de... Oui, je sais bien. Voilà, tu as juste à trouver la force et l'énergie pour le dire. Parfois, quand on dit la vérité, c'est pas pour ça qu'on est entendu aussi.
Ce qu'on attend simplement, c'est que ça soit terminé, que tu sois reconnu, et après... J'en suis au même point. Je ne suis pas du tout en phase de reconstruction, non. Je suis Mais tu vas reconstruire pas l'immeuble que tu étais. Hein. Ah ben non. Tu vas reconstruire une petite maisonnette. Ça sera jamais du dur. Hein. Il faut que ce soit la justice qui reconnaisse voilà, officiellement qu'il soit reconnu des actes qu'il a fait, c'est tout. Après, on verra bien. On avance. Voilà. Je trouve que objectivement... Gwenaëlle aussi compte sur son procès pour avancer. Elle se rend chez son avocate en compagnie de Marie-France. Depuis le revirement du tribunal, les jeunes femmes n'ont plus le choix. Leur affaire sera jugée. Il me semble que c'est la première affaire d'harcèlement sexuel au travail au tribunal d'Amiens. Donc ça prouve bien la difficulté qu'on a à faire sortir les dossiers d'harcèlement sexuel. J'ai changé de branche totalement. Hein. Je veux plus travailler avec des hommes, sincèrement. Je peux plus. Là, je suis en train de faire une reconversion professionnelle parce que je me dis que j'y arriverai plus. Demain, même si ce serait quelque chose d'anodin, je pense que je vais réagir au quart de tour et que j'accepterai plus, en fait, ne serait-ce qu'une blague anodine, comme il le dit si bien. La frontière, elle est fragile. C'est-à-dire que entre le fait de plaisanter avec des blagues à connotation sexuelle et le fait que ça soit du harcèlement, c'est sur ce terrain-là qu'il faudra qu'on aille. Quand c'est des blagues, si la personne te demande d'arrêter, tu arrêtes. Les femmes qui sont passées là-bas, pour la majeure partie, d'abord, on les recrutait par rapport au physique, je pense. Ah bah oui, je pense qu'elles il n'y en a pas une qui faisait plus de 50 kilos. Ce qui est surprenant, c'est qu'aucune n'ose déposer plainte. Je suis entièrement de votre avis. C'est surprenant. Enfin, vous pouvez pas vous rendre compte l'emprise qu'il a sur nous. Non, mais elles ont peur aussi par rapport à la suite. Amiens, c'est une petite ville, voilà. Tout va se savoir. On va se dire, elle a déposé plainte contre son employeur, donc hors de question que je la rembauche. Voilà. Il y a peut-être ça aussi. Et il nous le disait. Le disait aussi, c'est ça le problème. Vous voulez partir, je vous laisse partir, on fait une rupture conventionnelle. Mais je connais du monde. Des chômeurs, moi j'en ai plein qui vont taper à la porte. Vous, par contre, vous ne retrouverez pas de boulot. Moi, c'est l'homme abject pour moi, parce que je suis un homme, je suis le patron. T'es qu'une salariée, je te paye, je fais ce que je veux. Face à lui, moi je peux pas. J'arrive pas, il ment, il me regarde, il ment, et je vois sa tête qui me ment et j'arrive pas à me garder mon sang-froid face à lui. Attendez-vous à ce qu'il soit arrogant, à ce que vous soyez sali. Mais comment il peut nous salir? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Est-ce que vous avez lu ce qu'il dit? C'est parce que vous voulez de l'argent et puis voilà, ça va être... De ses sous, j'en veux même pas moi de ses sous. Je veux juste qu'il ait un casier judiciaire pour pas que les prochaines, s'ils recommencent malheureusement, et bien qu'elles aient à faire tout ce qu'on a fait. Qu'importe la sanction. Oui, c'est ça. Je veux dire, il en aura une, mais qu'on dise, vous n'avez pas menti. Qu'on vous reconnaisse. Pour une fois, je dirais... Pour Gwenaëlle et Laurie, c'est le début d'une longue attente. Christina, elle, appréhende un procès difficile. Pour la préparer, sa meilleure amie prend le rôle du procureur. Cette réunion s'est tenue juste après mon retour de mon premier arrêt pour maladie. À partir de quel moment vous avez remarqué, selon vous, des gestes déplacés? Il s'est amusé à me pointer les fesses avec le stylo qu'il avait en main. Et ça m'a choquée. Je me suis retrouvée... Quand vous dites pointer, ça veut dire quoi? Vous avez senti le stylo? Oui, je l'ai senti, puisque je me suis retournée violemment en disant plus jamais tu recommences ça. Vous étiez en robe à ce moment-là? Non, j'étais en pantalon. Pantalon moulant? En pantalon. Moulant, pas moulant, c'est pas la question. C'était la question, là, justement, vous voyez. Vous êtes bien émotive, hein, malgré tout, non? Je suis ce que je suis et je suis là pour travailler, donc... Pas pour me faire planter des stylos dans les fesses. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous avez supporté donc cette situation aussi longtemps. Vous n'avez jamais participé à des soirées avec Quelle différence pour vous y a-t-il entre la séduction et le harcèlement? Endurer ces gestes. Chambre à coucher aussi, vous l'avez invité dans votre chambre à coucher? Est-ce que les témoins ont assisté aux paroles et aux gestes déplacés? À nouveau, le tribunal de Bobigny. Presque 9 ans ont passé depuis que Christina a été licenciée de son entreprise pour avoir dénoncé le harcèlement dont elle aurait été victime. Aujourd'hui, elle n'espère qu'une seule chose, tenir le coup. « 6 heures d'audience, il est plus de minuit.
Christina n'a été ménagée ni par le procureur, ni par la partie adverse. Est-ce que vous vous sentez soulagée? Ah oui, complètement. Et puis fière de moi parce que j'ai tenu bon. Donc c'était long, ils m'ont pas épargné, mais vraiment pas. Je m'attendais pas à être charcutée comme ça, mais je pense que j'ai réussi à répondre le plus sincèrement possible sur tout ce que j'avais ressenti et j'ai été contente de pouvoir m'exprimer au final. Ça m'a fait du bien. C'était bien. Beaucoup moins impressionnée par le personnage. L'accusé a été reconnu coupable. Il est condamné à un total de 12 500 € d'amende. Il n'a pas fait appel. Catherine a mis 11 ans avant de porter plainte. En 2012, Michel Courvalet, l'ex-maire de la Barre-en-Ouche, est condamné pour détournement de fonds publics. Il utilise l'argent de la commune à des fins personnelles. Dans le village, l'affaire fait grand bruit. Pour Catherine, ce sera le déclencheur. Et aujourd'hui, le maire déchu passe devant le tribunal d'Évreux pour harcèlement et agression sexuelle présumée. La seule chose qu'on attend, c'est qu'il soit coupable. Après, il ne peut pas réparer, il n'y a rien, c'est pas réparable. Nos avocats nous disent, si vous demandez 10 000 €, on vous donnera 5. Si vous demandez 20 000, on peut peut-être vous en donner 10. Mais non, j'en ai rien à foutre de ça, c'est ramener à l'argent. J'ai assez à manger, j'ai une maison, j'ai tout, j'ai pas besoin d'argent. La justice est là, à eux de prendre leurs responsabilités, de dire, voilà, ça mérite telle sanction. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Qu'est-ce qui peut remplacer la destruction d'une vie? Rien. Qu'on nous donne 20 000 € pour acheter une voiture, que j'en ai à foutre d'une voiture. Puis même, je m'en veux pas d'argent. On veut pas. On veut pas. On veut pas de son argent. C'est pas l'argent qui va me reconstruire. Ah non. Qu'il soit juste reconnu coupable et que moi je sois reconnue victime. Voilà. C'est tout ce que je demande. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ouais? Oui, ça va. Un peu stressé, mais ça va. Bon, moi je l'ai jamais vu. Hein. Mais il est là, juste là. Il est où? Là. Il vient de rentrer. C'est le monsieur qui vient de rentrer. Et la dame blonde derrière, c'est sa femme. D'accord. Okay. Il y a une petite appréhension, mais bon, il y a vraiment très peu. C'est surtout l'affronter qui m'est important pour moi. C'est important pour moi. 4 ans d'attente. Un procès renvoyé 3 fois. La justice, une fois encore, n'a pas brillé. Le tribunal refuse que notre caméra pénètre dans la salle des pas perdus. Pour sa défense, Michel Courvalet a fait du porte-à-porte dans son village, comme pour une élection, et a produit pas moins de 39 attestations censées prouver sa bonne moralité. L'affaire a été expédiée en 1h15. C'est une première. Catherine a dû réclamer pour témoigner à la barre. Elle s'est exprimée moins de 3 minutes. Tu me le disais, moi ce que je veux c'est cracher mon venin, tout ça, et puis en fin de compte... T'as eu la parole pour presque rien. Mais en fin de compte, moi j'ai été obligée de demander la parole parce que ils m'ont pas appelé à la barre pour justement des questions à me poser. C'est frustrant là. C'est comme ça, on va aller chercher autrement. Moi aussi j'ai le droit de me défendre. Il n'y a pas que lui qui doit se défendre. Moi aussi, j'ai le droit de parler. Non, mais je sais pas. Je suis mitigée. Bien qu'il ait reconnu la plupart des faits, Michel Courvalet a été acquitté, par manque de preuves. Dévastée mais combative, Catherine et le ministère public ont tous deux fait appel.
c'est lui, je parie. Ouais, c'est vrai qu'il est encore... Il a des restes. Puis elle, c'est sa femme. Oui, j'ai reconnu. J'ai compris. Bonjour. Si tu rentres, tu me donnes raison. Bien. Bon, viens, tu vas te mettre devant. Non, je veux pas. Non, mais c'est bon. Tu vas te mettre devant tout de suite. Je connais. Mais tu vas pas le voir, tu vas passer direct, tu vas aller devant. D'accord? Il faut que tu viennes, que tu aies des choses à dire. Tu as des choses à dire. Sinon, tu gagneras jamais. C'est une certitude. Je veux pas. Allez, viens avec moi, je te donne la main. Lionel. Je veux pas. Je veux pas. De toute façon, il est là. Je veux pas pleurer. Ne pas pleurer. Je t'emmène jusque devant. Allez. D'accord. T'es plus forte que lui. Je vais où? Dans ce cas, tu vas tout de suite à droite et tu t'assieds. Tu vas tout droit, tu tournes à gauche. Devant la cour, Olivier Roussel contestera les 10 témoignages qui l'accablent et traitera Laurie et Gwenaëlle de menteuses. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur cette affaire? C'est pas utile. Bon, mon client ne veut pas s'exprimer. On espère sincèrement que le tribunal prendra la bonne décision. Olivier Roussel n'est pas resté pour écouter le verdict. Il est condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, obligation de soins et 2 500 € de dommages et intérêts pour chacune des 2 jeunes femmes. C'est bien, c'est trop bien. Oh putain. Je réalise pas. Je ne réalise pas. Quatre ans de combat pour les 2 jeunes filles. Mais celui-ci n'est pas terminé. Olivier Roussel a fait appel de sa condamnation. Mais leur ténacité sera sans doute récompensée en incitant d'autres femmes à témoigner. Suite à l'affaire Baupin, des associations comme la VFT ont reçu 3 fois plus de dossiers de victimes de harcèlement sexuel.